Nous allons commencer cette Urba Session sous forme de webinaire, donc sur la thématique urbanisme et mobilité. Juste en introduction, vous rappelez que les Urba Sessions sont co-organisées par le Parc naturel régional des Monts d'Ardèche et le CAUE de l'Ardèche, avec un partenariat avec le réseau des acteurs de l'urbanisme, qui réunit les différents acteurs intervenant en Ardèche sur les questions d'urbanisme, d'architecture et d'aménagement. Voilà, donc 3 intervenants ce soir. Le premier, donc Wendell Carabeuf, qui travaille pour le bureau d'études Indigo et qui va nous apporter un regard global sur les questions d'urbanisme et de mobilité avec le prisme, donc urgence, transition écologique et énergétique, et une vision à différentes échelles sur les territoires ruraux, de la planification jusqu'après des actions qui peuvent être mises en œuvre à l'échelle communale, voire du quartier. La deuxième intervention sera faite par Nicolas Senil du CERMOSEN, qui présentera une action qui s'appelle le réacteur, qui a permis d'analyser les enjeux de mobilité à l'échelle ardéchoise et les solutions existantes ou à venir. Et enfin, on aura un témoignage d'initiative locale avec le retour d'expérience sur Roule ma poule. Bonjour à tous. Donc c'est parti pour environ 30 minutes de présentation sur cette thématique effectivement de l'urbanisme et des mobilités à l'heure des transitions écologiques et énergétiques. Et puis après, d'ailleurs, on se prendra un quart d'heure pour échanger un peu plus de vive voix sur cette thématique. Du coup, d'abord, pour introduire ce propos, je reprends simplement une citation du patron d'une structure qui travaille justement sur ces questions de mobilité et qui en fait dit qu'en matière de mobilité, finalement, c'est plutôt l'offre qui crée la demande. Dans son cas, lui, effectivement, il constate que en mettant en place des services de covoiturage, il arrive à aller chercher 80% de passagers qui sont en fait des anciens utilisateurs de conducteurs de voitures individuels. Et donc, grâce à ces offres, il arrive finalement à faire évoluer la demande et à faire adhérer. Pour traiter cette thématique, l'idée, c'est de travailler en 3 temps. D'abord, on va redéfinir ensemble qu'est-ce que c'est que la mobilité et les territoires peu denses, quel est le périmètre qu'on entend dans cette thématique, comment on les définit, et effectivement la place qu'occupe la voiture dans ces territoires. Après, dans un deuxième temps, en fait, on va s'intéresser aux initiatives, voir aussi finalement quelles sont les difficultés, les obstacles qu'il faut lever pour avancer dans ces initiatives. Et puis enfin, on verra quels peuvent être l'avenir des mobilités, les évolutions qui ont déjà eu lieu et qui vont peut-être émerger. Et enfin, quelles sont les politiques publiques qu'on peut mener pour faire évoluer ces mobilités. Donc, les zones peu denses, qu'est-ce que c'est ? En fait, il y a plusieurs façons de les définir, ces territoires peu denses. Déjà, la première façon de les définir, c'est de reprendre la façon dont l'INSEE classifie les territoires. Et en fait, l'INSEE classe ces territoires uniquement par densité de population. Et en fait, elle prend le nombre d'habitants, le territoire, et par le jeu de la densité, elle nous fait apparaître cette carte qui en fait présente les territoires de France selon leur densité. Donc ça, c'est une première manière de voir une façon de présenter la densité et donc des territoires peu denses, sauf qu'en fait, c'est un petit peu limité. Et donc, une deuxième proposition de définition, c'est celle d'intégrer donc plusieurs variables dans le calcul de ces territoires, notamment d'intégrer par exemple la distance par rapport à des métropoles, la part notamment de l'agriculture dans ces territoires, la vocation des sols. Et en fait, en traitant comme ça sur plusieurs variables, on fait apparaître cette fois-ci une carte qui est un peu différente, et avec justement des territoires de montagne aussi, une forte activité touristique. Et donc, on fait apparaître en fait une deuxième France qui en fait relève au final de campagnes
de grands espaces. Et en fait, on y retrouve la moitié de la population française dans ces grands espaces qui sont situés hors des métropoles. Et surtout, le point commun de ces territoires, c'est un faible panel de mobilité. À la différence des cœurs des métropoles qui, eux, sont dotés d'offres de transport, le point commun de tous ces autres territoires de France, c'est le faible panel de mobilité. Ces territoires peu denses, ils ont des dynamiques. Ces dynamiques, c'est déjà une nouvelle attractivité pour les campagnes. Le Covid a peut-être encore augmenté ce phénomène, mais la volonté de quitter le centre-ville, le centre des grandes métropoles, à cause du coût de l'immobilier, ces néo-ruraux qui en fait viennent s'installer maintenant dans les campagnes, finalement, c'est aussi un point commun entre ces territoires, avec les limites aussi que ça entraîne, à savoir que les richesses, l'attractivité des métropoles, les services proposés, les zones d'emploi, les lieux d'études, les administrations, restent au cœur des grandes métropoles. Donc on a un mouvement de population, des néo-ruraux qui s'installent à la campagne, mais une attractivité qui reste quand même très marquée en termes de services et d'emploi dans le cœur des grandes métropoles. Dernier phénomène aussi rencontré sur ces territoires peu denses, c'est un déséquipement des campagnes, des petites villes, à savoir une baisse de présence des services publics, une baisse aussi de présence de lieux de loisirs, d'activités. Et donc, c'est aussi une autre manière de définir ces territoires, c'est ces phénomènes d'arrivée de population, mais qui continuent à travailler en centre-ville, avec des services qui sont peut-être, ou en tout cas un phénomène de déséquipement sur ces campagnes. Mais en fait, ces territoires peu denses, ils sont surtout marqués par le fait que la voiture individuelle, domine les déplacements dans ces territoires. Ce qu'on voit aussi sur ce graphe ici à droite, c'est que, OK, ça domine sur ces territoires peu denses, mais en fait, ça domine pratiquement partout en France, à l'exception de Paris qui est ici à droite. Partout en France, en fait, qu'on soit dans une grande agglo, en périurbain, en périphérie, en fait, la voiture est le mode majoritaire des déplacements. C'est 63% des déplacements qui sont faits comme ça, en moyenne, en dehors de l'Île-de-France, en voiture. Ce qu'on remarque aussi sur ce graphe, on le verra après par la suite, c'est le fait que le vélo aussi, finalement, est assez présent, quels que soient les types de territoires. Mais je vais y revenir après par la suite. Ce qu'il faut retenir, en tout cas, c'est que la voiture reste le moyen de transport dominant partout en France, en dehors de Paris. Ça, c'est un petit clin d'œil aussi qu'on a vu apparaître dans le traitement de l'enquête ménage-déplacement de 2018. C'est un petit point concernant le départ des jeunes à 18 ans qui apparaît de manière très, très marquée sur ce graphe ici en bas à droite, où en fait, on voit qu'à 18 ans, il y a un départ des jeunes. Les départs, c'est en bleu et les arrivées, c'est en rouge. Et donc, on voit effectivement un départ des jeunes qui est effectivement très marqué à partir de cette et après, ce qu'on peut constater aussi, c'est que finalement, cette prédominance de la voiture dans les déplacements, c'est un défi pour les campagnes, mais finalement, c'est un défi pour tous les déplacements en France. La mobilité dans les territoires, l'empire de la voiture, en fait, derrière, c'est aussi un bouquet diversifié de solutions qui peut se présenter à nous pour tenter de venir modifier un peu le paysage des mobilités. Donc, les questions qu'on va pouvoir se poser, c'est finalement comment on vient intégrer une offre de transport collectif classique dans ces zones peu denses. On a effectivement le transport ferré qui a existé, qui continue à exister et dont il faudra probablement améliorer l'offre. Et puis, on a le bus ou le car, qui finalement sont des solutions qui se prêtent bien aussi sur ces territoires peu denses. Mais pareil, quand on analyse un petit peu les offres, on remarque que, par exemple,
améliorer la fréquence de passage de ces bus ou de ces cars peut permettre quand même aussi de développer l'attractivité. Après, on a aussi une diversité de solutions alternatives comme les TAD, le covoiturage, l'autopartage et la marche, qui peuvent être des solutions intéressantes, individuelles ou semi-collectives. L'idée étant que la voiture peut aussi être imaginée comme un lieu social, comme une utilisation partagée avec plusieurs utilisateurs. Et tout ça, en fait, va fonctionner à partir du moment où on envisage non plus la mobilité par mode, mais la mobilité comme un trajet d'un point A à un point B, et qui va pouvoir se faire avec plusieurs modes. Et c'est là qu'intervient effectivement cette logique d'intermodalité entre des solutions, des modes alternatifs qui vont permettre de faire des petits trajets, par exemple, vers des solutions un peu plus lourdes, TER, bus, car, qui vont permettre d'effectuer des trajets plus longs. Donc voilà un petit peu cette articulation telle qu'elle peut fonctionner, telle qu'elle peut se décliner dans les territoires peu denses. Un petit exemple de bouquet de mobilité, c'est par exemple ce qu'a engagé le PNR du Parc naturel régional du Haut-Jura, qui est en pleine démarche comme ça de déploiement d'une offre de bouquet de mobilité alternative, et qui en fait a déployé toute une solution de mobilité. Donc ça s'est fait en 3 temps. D'abord une étude de cadrage, déploiement, évaluation. L'idée étant effectivement de bien structurer le déploiement de ces offres de mobilité. Et en fait, l'idée, ça a été d'expérimenter différentes solutions techniques. D'une part, effectivement, les bornes de recharge, les IRV, les infrastructures de recharge de véhicules électriques. Donc ça a été une première façon de déployer son offre. Donc, le PNR a passé un marché global pour le compte de 4 communautés de communes. Et en fait, c'est chargé donc de passer le marché et de déployer des solutions de recharge. Une autre solution de mobilité qui a été proposée, c'est le fait de mettre en place un système d'autopartage, donc avec des véhicules électriques, et donc de venir déployer en profitant effectivement aussi des bornes de recharge, donc avec 2 vocations. La première, la recharge de véhicules de tout venant, et puis la deuxième, le fait d'alimenter des véhicules en autopartage. Autre projet du PNR au Jura, ça a été le fait de déployer ou d'accompagner le déploiement d'un atelier de réparation de vélo participatif. Donc en fait, c'est le PNR qui a passé le marché pour l'acquisition du matériel et qui derrière, par convention avec une association, a mis à disposition ce matériel de réparation. Ça a été aussi le déploiement de stationnements sécurisés de vélos. Voilà, le dessin n'est peut-être pas très parlant parce que c'est un box avec une porte qui coulisse, mais dans lequel on peut stationner un vélo de manière sécurisée. Alors parfois en rabattement vers d'autres offres de transport, ou alors parfois aussi en lien avec des pôles générateurs type centre de loisirs ou autre. Après, ce qui a aussi été mis en place, c'est l'autostop organisé. Donc en travaillant avec un prestataire, alors Réseau Pouce, si je ne dis pas de bêtises, comme titulaire du marché, et qui en fait travaillent ensemble, notamment pour matérialiser ces points d'autostop. Donc ça, c'est le PNR qui a passé acquisition donc, du mobilier, des panneaux, des poteaux, des supports de communication. Et puis derrière, effectivement, le Réseau Pouce qui propose son application pour pouvoir mettre en place ce service. Et puis, dernier service qui a été déployé par le PNR, c'est la location de vélos à assistance électrique, donc plutôt longue durée, 1 mois, 30 €, et qui en fait a déployé donc une petite centaine de vélos sur le territoire en location. Donc voilà un petit peu une des formes que peut prendre un bouquet de mobilité à l'échelle en tout cas du PNR au Jura. Le déploiement de ce service, effectivement,
de ces services, il s'est fait parce que aujourd'hui, ces initiatives, elles sont possibles grâce notamment aux technologies numériques. Donc voilà, l'innovation numérique n'est pas réservée aux zones urbaines. En fait, ce qui est intéressant, c'est ce principe de mettre en relation grâce aux applications. Les applications, elles servent simplement d'intermédiaires pour mettre en relation des personnes qui sont tantôt conducteurs, tantôt passagers, ou comment dire, autostoppeurs. Et en fait, ces applis se déclinent aussi très bien en milieu rural. Après, cette innovation technologique, elle a aussi ses limites, parce qu'en fait, il y a aussi d'autres solutions qui fonctionnent très bien sans le numérique. Tout à l'heure, j'ai évoqué l'autostop. L'autostop, ça fonctionne très bien l'application ou sans solution numérique. On peut aussi avoir ça en tête. Pareil pour aussi les offres de transport à la demande, c'est des choses qui peuvent fonctionner sans application. Et donc, en fait, l'idée, ça va être de mélanger, on va dire, les offres de mobilité en prenant à la fois ce qui relève du lien social local et puis des technologies numériques. Ces exemples, en fait, on les retrouve notamment sur la plateforme France Mobilité. Donc, cette plateforme, en fait, c'est une grosse masse d'informations qui peut être consultée. On va y retrouver des solutions, des projets et des réalisations avec des exemples. Et donc, ça peut être une source d'inspiration, on va dire infinie, mais en tout cas extrêmement vaste. Là-dedans, en fait, j'ai simplement repris deux exemples, deux projets. Par exemple, le Grand Pic Saint-Loup, qui s'est lancé dans l'autopartage des véhicules communaux. Donc ça, c'est des choses qui sont intéressantes, dans lesquelles on peut aussi éventuellement facilement se projeter, parce que voilà, on sait que les communes ont des parcs de véhicules et on peut imaginer assez facilement qu'ils puissent être partagés le week-end ou en soirée, par exemple, avec la population, via effectivement, spécifiquement pour le Grand Pic Saint-Loup, une prestation avec module auto. Donc ça, c'est une plateforme qui fait l'intermédiaire. Donc ça, c'est des choses qui peuvent être intéressantes. Et puis, donc j'ai mis à droite un petit peu le visuel ici qui permet d'illustrer la façon dont ce service fonctionne. Et puis, on a aussi donc, une initiative du pays lunévillois. Donc là, je pense qu'on est au nord de la France cette fois-ci, avec cette fois-ci une application pour le covoiturage domicile-travail. Donc là, c'est l'application Klaxit en l'occurrence qui a été déployée. Mais on verra par la suite qu'il y a aussi d'autres choses qui peuvent se passer spécifiquement en région. Voilà. Ces initiatives, elles passent en fait, elles sont stimulées par l'expérimentation. Donc l'expérimentation, effectivement, c'est bien. La mobilité se prête bien aussi à ce jeu d'expérimentation de la part des territoires. Et en fait, on voit effectivement qu'il y a beaucoup d'initiatives qui sont sorties. Ces expérimentations, elles sont aussi structurées autour des appels à manifestation d'intérêt, des appels à projets. Voilà. Aujourd'hui, quand même, le tissu, ou en tout cas ces initiatives sont stimulées par l'État dans le cadre de grands appels à projets, notamment par exemple le TENMOD, et je crois qu'on va en reparler après, il y a peut-être une personne qui doit intervenir sur ce sujet par la suite. Mais c'est vrai que tout ça, c'est stimulé par les dispositifs de l'État et la mobilité s'y prête bien. En revanche, ces expérimentations, c'est aussi d'une certaine manière ça peut être perçu de différentes manières. D'une part, effectivement, il ne faut pas nécessairement convertir tout ce qu'on a expérimenté en service. Souvent, à l'issue d'une expérimentation, on va constater qu'on a réussi à séduire un certain panel d'usagers, pas forcément très important. Donc, l'idée derrière, ça va être de se dire, bon, est-ce qu'on continue, est-ce qu'on pérennise ce service pour si peu de bénéficiaires? Est-ce qu'on a la capacité à le faire monter en puissance pour aller au-delà, ou est-ce qu'on a déjà atteint le plafond? Donc ça, c'est des questions qu'il faudra se poser au moment de pérenniser ou pas ces services.
Et en fait, c'est vraiment la diffusion plus large qui est le défi aujourd'hui de ces expérimentations. Et en fait, finalement, une autre manière de voir l'expérimentation, c'est finalement peut-être un aveu de faiblesse des territoires, dans le sens où on dispose peut-être pas d'assez de moyens, pas d'assez de ressources pour pouvoir pérenniser ces solutions de mobilité. Donc l'expérimentation, oui, voilà, ça apporte beaucoup de choses, c'est stimulant. En revanche, vraiment la difficulté, ça va être de pérenniser ces offres par la suite. Et donc, une des solutions pour pérenniser ces expérimentations, ça va être de faire du sur-mesure, d'adapter ces solutions au territoire pour espérer obtenir des résultats. Là-dessus, il y a par exemple un exemple qui est intéressant. Pareil, c'est celui du PETR du Lunévillois, qui en fait a constaté que l'aménagement des aires de covoiturage, il devait se faire non pas à distance en travaillant sur de la carte, mais plutôt en allant sur le terrain, en constatant déjà des usages qui existent, voilà, de voitures qui se stationnent à l'entrée d'une aire d'autoroute, en sortie de ville par exemple, ou en entrée de ville, et en fait de déjà constater les usages sur le territoire pour déployer derrière des offres qui vont stimuler et accompagner un petit peu plus ces pratiques. Donc ça, c'est des choses qui sont assez intéressantes et assez pertinentes. Et après, autre manière d'aborder le sur-mesure concernant ces solutions de mobilité, c'est le fait de fonctionner avec le lien social qu'on constate encore aujourd'hui dans ces territoires peu denses ou dans ces campagnes. Et donc là, il y a un exemple notamment qui est cité ici du PDG de Transdev qui nous parle des Burt Bus. Alors, je pense que je prononce très bien, qui est en fait un système de transport avec des véhicules mis à disposition d'associations. Et en fait, les conducteurs de ces véhicules, donc de ces minibus 9 places, sont des bénévoles, des retraités, qui en fait profitent de leur temps libre pour gérer, ou en tout cas pour alimenter des lignes de transport, et donc font ça bénévolement. Donc ça, voilà, c'est des choses qui existent, qui sont liées notamment à cette entraide qu'on rencontre encore dans le milieu des campagnes, et qui peuvent aussi fonctionner et être inspirantes pour nos territoires. Après, ces initiatives, elles ont quand même des obstacles qu'il va falloir lever. Donc, le paysage institutionnel qui est à construire, avec effectivement une multiplicité d'acteurs, les régions, les intercos. Alors, avec la loi d'orientation des mobilités, la LOM, qui est venue effectivement cadrer un peu ce fonctionnement entre territoires. L'idée principale de la LOM étant de mettre fin aux zones blanches, donc des zones dans lesquelles il n'y aurait aucune collectivité qui serait organisatrice de mobilité. Donc ça n'existe plus. Maintenant, ce sont des régions qui doivent prendre le relais quand une interco ne peut pas le faire. Donc ça, c'est une avancée. Et après, derrière, cette coopération, elle va notamment fonctionner par le biais des contrats de mobilité entre les régions et les intercommunalités. L'idée étant de définir sur quel périmètre tel ou tel acteur va intervenir dans le cadre des mobilités. Après, le dernier point concernant le paysage institutionnel, c'est en fait le fait de trouver la bonne échelle pour organiser les mobilités, parce qu'en fait, on constate qu'il y a différentes échelles de travail en fonction des thématiques, entre les SCOT, les PLUI, plans locaux d'urbanisme, les bassins de mobilité. Et effectivement, ces différentes échelles de travail en fonction des thématiques, l'idée, c'est quand même de les mettre un petit peu en synergie et de remettre en tout cas, de travailler à un niveau unique. Et ça, c'est notamment l'exemple qui est donné à droite ici par le syndicat mixte de Nancy, et qui en fait est venu reprendre son échelle SCOT pour coordonner ses mobilités. Et donc, comme ça permet effectivement de travailler à une échelle unique sur différentes thématiques.
Après, parmi les autres obstacles à lever, la difficulté, ça va être de disposer de moyens financiers pour porter ces projets de mobilité. Et notamment, donc, ces moyens financiers, ils ont été redéfinis dans le cadre de la LOM avec la création du versement mobilité et qui, en fait, a un moyen de fonctionnement qui est un petit peu qui ne se fait pas forcément au bénéfice des territoires peu denses, dans le sens où plus on sort de territoires denses et plus la part du versement mobilité est faible auprès des entreprises. Donc, ce qui veut dire d'une certaine manière que malheureusement, en territoire peu dense, il ne va pas falloir compter sur ce versement mobilité sous sa forme actuelle pour pouvoir financer les solutions de mobilité, parce que malheureusement, le taux est encore plus faible que dans les métropoles. Mais ceci dit, ce n'est pas tout à fait incohérent et ça s'est fait de cette manière, notamment pour que les territoires qui veulent accueillir des entreprises aient aussi une situation qui soit assez attractive, dans le sens où les entreprises auront peu de tâches à payer, en tout cas pour cette thématique. Donc, il y a une certaine logique dans la façon dont ça s'est mis. Autre obstacle à lever, c'est les moyens humains d'ingénierie des mobilités, puisqu'effectivement, on est sur des thématiques qui sont quand même complexes, techniques, qui font appel à une expertise assez particulière. Et là-dessus, il y a une structuration de l'ingénierie qui est quand même qui émerge autour notamment des régions qui, fortes de cette compétence, ont aussi développé leur service mobilité, mais aussi de la part des PETR et des PNR, qui disposent aussi d'une ingénierie qui peut aussi traiter des questions de mobilité. Donc ça, c'est des choses qui peuvent être intéressantes pour pouvoir structurer les projets de mobilité. Parmi les obstacles à lever aussi, on va retrouver des obstacles techniques et juridiques. Premier obstacle technique, donc on peut avoir la couverture des réseaux, les difficultés notamment de lien à la téléphonie. On va avoir aussi la difficulté de circuler sur des réseaux aménagés notamment pour le vélo, pour la marche, donc les trottoirs, bandes cyclables, réseaux cyclables. Donc ça, c'est des choses qui vont être des obstacles. Et puis après, on va aussi avoir une part d'obstacles juridiques. Alors, bon, la LOM en a traité quand même beaucoup, mais après, on en a identifié encore quelques-uns, notamment, tout à l'heure, j'ai évoqué le transport solidaire réalisé par des bénévoles. Donc voilà, dans quel cadre ça va se faire? C'est des choses qui n'ont pas été traitées dans la LOM et qui pourraient constituer aussi une limite. Et après, les autres freins, ça va être les freins psychologiques, aller à la diversification des mobilités. Aujourd'hui, la culture automobile, elle est quand même forte. Et en plus, l'équipement, notamment l'équipement routier, est de bonne qualité. Voilà, ça circule bien, il n'y a pas de bouchons, pas de problème de stationnement. Donc, ce système de mobilité tel qu'il est conçu aujourd'hui est un obstacle parce qu'aujourd'hui, c'est quand même facile de se déplacer en voiture. Et après, dernier point, ça va être le fait d'avoir une politique volontariste, de communiquer face notamment à la voiture. Voilà, aujourd'hui, la voiture occupe quand même le premier plan dans les publicités, dans les médias. On nous vend de la voiture à longueur de journée. Et après, faire exister face à ça d'autres solutions de mobilité, ça demande des moyens, du budget, de la communication, de la promotion, pour faire prendre conscience effectivement des automobilistes des bienfaits des santé économiques, pratiques des autres solutions. Donc on est quand même sur des obstacles qu'il va falloir lever pour aller changer les habitudes de déplacement. Alors, parmi les évolutions, quel est l'avenir des mobilités dans les campagnes? Premièrement, donc un scénario autour de la démobilité, de l'accessibilité. L'idée étant notamment de réduire les trajets, de moins se déplacer tout simplement, et donc
d'engager une stratégie donc, qui a déjà été plus ou moins testée lors du Covid, où on a continué à vivre, malgré le fait qu'on n'avait plus le droit de se déplacer. Et donc, l'idée, c'est pas forcément de remettre ça en place, mais d'en retirer les bons côtés, ou en tout cas des enseignements, notamment sur le fait de pouvoir continuer à accéder à des services publics sans se déplacer, avec la numérisation, les contraintes de déplacement qui sont transférées vers un autre acteur. Donc ça, c'est par exemple le cas de la livraison de colis, qui en fait nous évite de nous déplacer, mais va entraîner en revanche le déplacement d'un prestataire. On a aussi des exemples de services publics itinérants qui peuvent exister. Et puis surtout le télétravail, qui aujourd'hui permet de réduire ses déplacements, domicile-travail notamment. Et donc, c'est une avancée. Voilà, c'est une avancée. En revanche, cette avancée, elle ne concerne qu'une partie des Français. Et en plus, ça concerne des Français qui sont finalement très mobiles. Bref, en tout cas, la démobilité, c'est une thématique qui peut fonctionner, mais qui en fait se fait de manière un petit peu contradictoire avec d'autres pratiques. Après, les autres perspectives d'évolution, finalement, c'est des mobilités enrichies. Alors, pourquoi enrichies? Parce qu'en fait, on a cette voiture qui est une sorte de couteau suisse des mobilités, avec un revers de la médaille qu'on a vu notamment ici avec la crise sur les produits pétroliers, mais qui a un coût économique élevé pour l'usager, et puis on le sait aussi, un coût écologique malheureusement pour tout le monde. Et donc, on a aussi en parallèle cette perspective de proposer des solutions de mobilité qui répondent quand même à des besoins de ces néo-ruraux qui s'installent. Voilà, l'idée de ce nouveau public qui arrive dans les campagnes, c'est de continuer peut-être avec ces bonnes habitudes prises en ville, notamment essayer de se déplacer à vélo ou autrement qu'en voiture. Et donc, cette envie de ne pas renoncer aux facilités de la vie urbaine. Et donc, finalement, cet enrichissement de l'offre de mobilité, l'idée, c'est de procéder dans cette diversification des modes de transport, tout en étant cohérent avec cette dimension cohésion sociale qu'on rencontre dans ces territoires peu denses, et surtout en s'adressant à tous les habitants. Donc voilà un petit peu cette perspective des mobilités enrichies et le défi notamment de la cohésion sociale qui est sous-jacent à cette évolution. Autre point concernant cette nécessité de construire des politiques de mobilité durable, c'est l'idée d'avoir des démarches co-construites, adaptives en fonction des différents acteurs. On a quand même aussi cette difficulté de prendre en compte ces habitats qui sont vraiment hors des villes, hors des communes, disséminés, et qui sont effectivement vraiment difficiles à traiter. Et puis, un autre point qui est relevé, c'est le fait que la logistique, dont ces fameux livraisons de colis notamment, pour l'instant, sont oubliées, en tout cas, des politiques de mobilité. On voit aussi que ces différentes questions autour de la mobilité rurale peuvent être traitées dans le cadre des plans de mobilité rurale. Donc là, j'ai simplement illustré des réalisations qui ont pu avoir lieu en France. En tout cas, c'est un relevé de 2019 concernant des plans qui ont été réalisés sur les territoires. Et enfin, autre point concernant les publics de mobilité, l'idée, c'est quand même de travailler aussi en amont sur la planification, de limiter l'étalement urbain. Donc là, par exemple, je vous ai mis un exemple d'un écoquartier qui est actuellement en cours de projet dans la Drôme. Et donc, en fait, on voit bien que l'emplacement, finalement, est extrêmement au centre du cœur de village.
dans cette logique un petit peu du quart d'heure, de la ville du quart d'heure, et de pouvoir accéder comme ça depuis son domicile jusqu'aux aux écoles, au commerce, dans un rayon d'un quart d'heure. Donc ça, c'est des choses qui sont intéressantes aussi dans le cadre des projets de planification d'habitat. Et donc, en amont, en tout cas, de prévoir le fait qu'on va optimiser ces déplacements. Autre solution, donc on l'a vu tout à l'heure, donc les bouquets de services, les bouquets de mobilité, en lien avec l'intermodalité. Pareil, en illustration, je vous ai mis ici ce qui est proposé en Ardèche, notamment le transport des vélos sur les lignes de transport en car. La socialisation de la voiture, le covoiturage de proximité, les véhicules en libre-service, et notamment ici, pareil, en bas à droite, l'initiative de la région Rhône-Alpes concernant le covoiturage avec la solution Mobici. Et après, on a aussi donc le dernier point, les dernières solutions. Donc, c'est développer les modes actifs, donc le vélo assistance électrique, qui fonctionne très bien en dehors des villes aussi. Il faut se rappeler que 55% des déplacements domicile-travail font moins de 7 km en milieu rural. Et donc, le vélo assistance électrique est, en tout cas, sur la distance, pertinent. Et après, c'est effectivement sur les conditions de circulation qu'il y aura du travail. Mais on a aussi des infrastructures qui peuvent être peu fréquentées et qui peuvent s'y prêter. Autre point aussi concernant les initiatives, c'est la mobilité inversée, et donc de faire venir le service public, par exemple, dans le cadre de l'exemple que j'ai mis à droite, vers les populations. Et ça aussi, c'est une manière de mieux optimiser les déplacements. Gwendal, Donc, oui. je vais juste se mettre du temps, parce que je vois l'heure aussi qui défile et je crois que tu as un impératif également. C'est ça. Et donc, j'en suis pile à la synthèse concernant effectivement ces différents points. Et l'idée, c'est effectivement que cette transformation des mobilités, elle est possible, elle est souhaitable via donc, 6 points qu'on a relevés, donc des changements sociologiques et technologiques, sociabiliser la pratique, notamment de l'usage de la voiture, le partage, le fait d'avoir conscience que d'autres modes de vie sont possibles et donc d'éviter certains déplacements. On a aussi cette idée qu'il faut structurer cette mobilité sous forme de politique publique, de bénéficier d'une ingénierie adaptée, d'organiser l'intermodalité, notamment vers les modes lourds, et donc organiser cette nouvelle mobilité grâce au triptyque proximité, intermodalité, accessibilité. C'est une voie à suivre pour faire évoluer les mobilités à la campagne. Merci Gwendal. Sur le chat, il y avait des réactions diverses. Notamment, il y avait Claire qui soulignait en effet, mais tu l'as dit Gwendal, hein, l'importance d'avoir aussi un bon réseau sur le territoire. Parce que sur une expérience menée sur la communauté d'agglomération de Privas Centre-Ardèche, ils se sont retrouvés avec des problématiques de connexion Internet et où du coup, ils ne pouvaient pas débloquer apparemment les voitures via l'application. Donc ça, c'est en effet un point de vigilance à avoir. Claire, si tu veux apporter plus d'éléments, n'hésite pas à réactiver ton micro. Après, ce qui était aussi évoqué par rapport au réseau, c'est les questions qui vont se poser avec la 5G. Je n'ai pas forcément voulu l'évoquer tout à l'heure, mais on peut imaginer aussi que demain, il puisse y avoir une rupture, ou en tout cas des services auxquels les territoires peu denses ne puissent pas souscrire faute de 5G. Ouais. Je pense que ça pourrait. Ensuite, il y a Frédéric Grillat, donc de la DDT, qui a laissé sur le chat donc, les contacts à la DDT pour notamment les appels à projets de l'État. Donc, n'hésitez pas à les contacter si vous voulez des informations à ce sujet.
Et ensuite, on avait une question sur les livreurs de colis, où Ouais. il y avait une remarque sur le fait qu'on avait souvent des livreurs qui voyageaient à vide, et est-ce qu'il n'y avait pas une solution pour qu'ils mutualisent en fait la livraison de colis? Si, si, en fait, là-dessus, euh, en fait, dans les projets ou dans les éléments de discussion, c'est notamment la place de la Poste, tout simplement, qui a son réseau est présent sur les territoires et qui a encore un rôle à jouer. Alors malheureusement, ils ont un peu loupé le virage du colis, entre guillemets, euh, mais ça reste un acteur qui est quand même qui a une présence au niveau local. Après, par rapport à la logistique aussi, ce qui est évoqué, c'est le fait de privilégier des points relais plutôt que la livraison à domicile. C'est des choses qui relèvent du bon sens, mais qui pour l'instant n'ont pas été converties sous forme de projet au niveau local. Voilà. Alors peut-être on peut y penser sous forme simplement de campagne de communication, hein, mais c'est vrai que le fait de grouper les lieux de livraison sur des points relais, c'est plus vertueux en tout cas que de faire de la livraison de domicile. Mais là-dessus, c'est vrai qu'il y a un terrain de jeu. Voilà, il y a un terrain de jeu pour des initiatives pour optimiser ces flux. Je vais laisser la parole à Claire qui a levé la main et qui a rajouté un élément sur le chat. Mais Claire, si tu veux prendre la parole. Oui, c'était toujours en réaction à la question de Sylvette Brivet sur les expérimentations autour des livreurs et livreuses de colis. Ce matin, j'étais en réunion avec la direction de la Comcom Val-de-Drôme en Bio-Vallée, donc les villes PV, petites villes de demain, Loriol et Livron, là juste de l'autre côté du Rhône. Et ils ont un projet, ils en parlaient ce matin, en lien avec Territoire Zéro Chômeur Longue Durée, de rajouter au portefeuille d'activités économiques de cette entreprise à but d'emploi, là, le transport en vélo cargo des colis pour le fameux dernier kilomètre. Donc, c'est un projet qui aurait des zones d'impact intéressantes parce que multiples, économiques bien sûr, mais sociales aussi pour la réintégration. Et puis, du coup, aussi environnement, puisque ça permettrait de pallier le surencombrement des transporteurs, comme évoqué par Sylvette Brivet. Voilà. Bon, ce n'est pas encore formalisé, mais c'est en tout cas une idée qui a émergé de l'autre côté du Rhône. Merci. D'accord. Merci pour ce témoignage. Après, par rapport au flux logistique aussi, il y a des pistes qui sont évoquées, notamment sur le fait d'utiliser les moyens de transport de personnes qui parfois sont sous-utilisés en termes de capacité pour pouvoir y mettre des colis, transporter des colis aussi. C'est des choses qui sont des choses qui avaient été évoquées dans des métropoles, notamment en utilisant par exemple le tramway la nuit pour transporter des colis jusqu'en centre-ville. Il y a un terrain de jeu, sur ces questions de la logistique. Et après, sur le chat, il y avait un autre sujet, c'est Michel Tamarin qui parlait d'une expérience, retour d'expérience par rapport aux jeunes et aux problématiques de mobilité, notamment dans les Alpes-de-Provence, qui est un territoire aussi peu dense, et que finalement les jeunes se retrouvaient confrontés, les jeunes des quartiers nord de Marseille se retrouvent aux mêmes difficultés de mobilité. Et un autre témoignage, toujours de Michel Tamarin, qui, là, par contre, en Ardèche, il y a la problématique aussi des personnes âgées qui n'ont pas forcément accès au vélo. Et donc, c'est vrai on peut avoir du transport à la demande sur le territoire, mais est-ce suffisant pour qu'ils puissent aller vers les services et les commerces, même de proximité, tels qu'une boulangerie Donc, il y avait... Oui, effectivement. Ce qu'on avait constaté aussi avec l'aide à l'achat de vélos assistance électrique en 2017, là, j'en ai pas parlé, mais je rebondis sur ce sujet de la mobilité un petit peu sur les seniors. C'est le fait que l'aide à l'achat en 2017 de vélos assistance électrique, donc on remonte un peu l'histoire, on était il y a 5 ans, c'était un petit peu le moment où le vélo assistance électrique commençait à se déployer.
Et en fait, la carte de déploiement des aides, elle s'est concentrée finalement sur les territoires plutôt ruraux, territoires de montagne. Je rebondis là-dessus parce que vous avez évoqué les Hautes-Alpes. Mais par exemple, on a retrouvé les Hautes-Alpes, l'Ardèche, les Alpes de Haute-Provence, dans lesquelles on a eu une très forte densité d'acheteurs de vélos à assistance électrique. Et puis en plus, il s'avère que ce public était assez âgé. Voilà, c'était un public plutôt la soixantaine, néo-retraité. Et donc, ça rejoint un petit peu finalement cette mobilité en milieu rural autour du vélo à assistance électrique pour les personnes âgées. En tout cas, il y a une certaine cohérence. Elle existe. Ok. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions parmi les participants. Moi, je voulais juste ajouter quelque chose par rapport à l'ingénierie, parce qu'il n'y avait pas toute la liste forcément fournie. Mais du coup, pour dire que le CAUE aussi travaille sur la question des mobilités, notamment au travers des aménagements des espaces publics, de leur qualité, de la mobilité douce. Et l'ALEC aussi, il y a Anne-Sophie Aignon qui est présente et qui dira un mot tout à l'heure, mais où l'ALEC aussi est mobilisée sur les questions de mobilité, sur le volet aussi social de la mobilité. Donc voilà, il y a une ingénierie qui est présente sur le territoire quand même. Il y a Nathalie Sainas qui veut... Oui, c'était pour compléter un petit peu côté parc. Il va y avoir une première expérimentation qui va être menée avec la communauté de communes Ardèche des Sources et Volcans, qui était intéressée par une proposition de voir précisément à partir de la voie douce existante qui arrive aujourd'hui à l'Alvade, comment essayer de tisser des liens vers les villages, d'irriguer le territoire en termes de mobilité douce. Voilà, donc avec un accompagnement du parc à la fois sur la stratégie des itinéraires à équiper, comment on y va. Et voilà, cette proposition, elle est toute nouvelle, elle va se construire aussi, je pense, chemin faisant. Mais voilà, pour en informer aussi les communes et Maïr qui est présent ce soir. Il y a Michel Tamarin aussi qui... Ah non, il a fait le signe du pouce. Donc, je pense qu'il ne veut pas prendre la parole spécialement. Non, justement, je likais ce que vous venez de dire. D'accord. C'est vrai que, en fait, si je peux intervenir. Oui. Oui, c'est problématique chez nous, cette nationale 102 aussi. Il est hors de question que j'aille faire du vélo sur la nationale 102, en fait. C'est impossible. Et pour des personnes âgées, encore plus, en fait. Et c'est vrai que, alors, Maïr étant en bas de la Chavade, je me suis aperçu que les Maïrois ne montaient jamais sur le plateau, en fait, faire leurs courses. En fait, ils descendent toujours vers Tueil ou l'Alvade ou Aubenas. Et c'est vrai qu'il y a de plus en plus de personnes âgées qui ne sortent même plus de chez elles. Je me demande comment elles font. Alors, il y a une certaine solidarité avec des voisins, c'est sûr, ça existera toujours, ça. Mais moi, ce qui me pose problème dans le fait de monter un projet pour aider ces personnes âgées à être un peu plus mobiles, elles n'ont pas Internet. Même les téléphones, il ne faut même pas parler d'application. Mais en plus de ça, Maïr est assez particulier, je trouve, parce que il y a beaucoup de gens dans ce village qui n'utilisent pas Internet, en fait. Donc, c'est vrai que ça serait pratique avec une application. Comment on peut faire sans outils numériques pour mettre en place ce genre de partage? Voilà, moi, en fait, j'attends ça de ce genre de session parce que c'est vrai que des fois, je me sens un peu désœuvré par rapport à ça et de me dire, mais comment on va pouvoir faire, en fait? Alors, là-dessus, c'est vrai que quand j'ai évoqué justement ces solutions techniques qui se déploient pour mettre en place des services, il y a effectivement la dimension numérique qui apparaît, mais il y a aussi cette dimension traditionnelle de lien social. Par exemple, simplement les relations de voisinage. Savoir que son voisin ou sa voisine a un certain âge et
et qu'elle a du mal à se déplacer et que donc on va aller la voir, on va lui demander si on va faire des courses, est-ce qu'elle a besoin de quelque chose. Il y a des choses toutes simples qui existent, qui relèvent du bon sens. Et ça, en fait, ça fonctionne encore. Voilà, il faut pas besoin de venir mettre une application là-dessus, par-dessus. Cette coopération, elle existe encore. Après, elle peut être stimulée, elle peut être par la communication, par la promotion. On peut imaginer faire des choses avec de l'affichage, par exemple. C'est un peu ce qu'on retrouve finalement avec les opérations sur les voisins, notamment quand il y a eu la canicule. Et où après, en fait, se sont mis en place des services où on sonne, on prend des nouvelles chez un voisin. Voilà, il y a des choses qui se sont mises en place. Pareil, ça passait pas par une application mobile, hein, ça passait par de la communication, par du bon sens, et le fait d'aller au-devant des personnes pour leur demander si elles ont un besoin en termes de… Alors là, c'était pour en termes de santé, mais là, ça peut être aussi pour des besoins de mobilité. Et ça peut se mettre en place, je pense, par des opérations de promotion et de communication auprès de ceux qui peuvent se déplacer, eux. On va peut-être enchaîner. Nathalie, vous voulez lever la main? Oui, juste dernière remarque, parce qu'on n'a pas vraiment parlé des compétences là sur notre territoire, quand même rappeler qu'aujourd'hui, c'est la région Auvergne-Rhône-Alpes qui a cette compétence sur la mobilité, que les communautés de communes qui sont aménageuses tentent de mettre en place des moyens pour travailler sur l'infrastructure, l'aménagement du territoire, et que les offres de services ensuite, les offres de services directs, c'est a priori la région. Mais après, nous, en termes d'aménagement du territoire, de répartition des services, de répartition de l'habitat, effectivement, on peut aussi essayer de voir comment limiter les déplacements et rendre pertinents ceux qui sont inévitables sur le territoire en regroupant les besoins, etc. Et les modes. Mais voilà, effectivement, je trouve que c'était quand même aussi important de redire qui a compétence sur quoi. Il y a aussi des départements qui interviennent sur la partie infra et sur les parties solidarité aussi, qui peuvent être des thématiques en lien avec les mobilités. Tout à fait. On va enchaîner, effectivement. Très bien. Je vous remercie. Du coup, je suis désolé, je vais devoir vous laisser continuer parce que faut que je prenne la relève de ma nounou. Bon, mais merci pour ton intervention. Ça marche. Et puis, Nicolas, si tu veux prendre le relais. Donc, bonsoir à toutes et tous. Nicolas Sénil, je suis géographe au CERMOSEM, qui est l'antenne de l'Université Grenoble-Alpes à Ardèche, basée à Mirabel. Et ce soir, pour 15 minutes, je suis le porte-parole d'une équipe qui a travaillé sur l'analyse des réseaux d'acteurs de la transition mobilitaire en territoire peu dense. Vous avez ici les noms de mes deux collègues qui ont principalement réalisé du terrain en Drôme et en Ardèche, puisqu'on verra ensuite que c'était ces terrains d'expérimentation. Ce projet, je le détaillerai après, a été financé par l'ADEME et a pour particularité quand même d'avoir été écrit au début des Gilets jaunes. Sur ces questions-là, ça parle. Et puis d'avoir vécu, puisqu'il s'est terminé il y a 15 jours, formellement, d'avoir vécu plusieurs confinements, donc une privation totale de déplacement. Clin d'œil à notre projet évident. Quelques éléments d'introduction comme l'idée de notre réflexion. Gwendal en a un petit peu parlé, mais les enjeux de la mobilité locale en espace rural nous semblent multiples. Premier enjeu, c'est celui évident de la transition écologique. 30% des émissions de gaz à effet de serre proviennent des transports et la moitié là-dedans proviennent des véhicules particuliers. La stratégie nationale bas carbone vise une réduction de 70% de ces émissions à 2050. Or, aujourd'hui, Gwendal l'a dit, 80% des trajets en milieu rural sont parcourus en voiture. On voit toute l'ampleur de la difficulté. Autre enjeu, un enjeu économique et social. Il y a de nombreux publics qui sont non motorisés ou qui ont une difficulté d'accès à la voiture. Les jeunes, les personnes âgées, ménages modestes, mais aussi des personnes porteuses d'handicap. Il y a aussi des difficultés de plus en plus fortes d'accès aux services publics, qui sont de plus en plus éloignés, et au commerce, dont une grande partie a été déplacée dans les zones périphériques des bourgs, sachant aussi que la distance domicile-travail ne fait qu'augmenter depuis un demi-siècle.
Et enfin, on le voit là dernièrement, la hausse des coûts du carburant qui a explosé sur ces dernières semaines favorise une vulnérabilité énergétique absolument majeure. Troisième enjeu démocratique, c'est cette question construire un problème public un peu nouveau pour les territoires ruraux ou en termes de débat. C'est une session comme ce soir, c'est encore peu fréquent. Il y a de nombreux acteurs publics qui manquent de ressources, de référentiels, de méthodes d'action. Gwendal nous en a partagé. Et puis, c'est un objet qui est particulièrement difficile à gouverner, puisqu'il est multi-échelle, à la fois spatial, mais aussi institutionnel. Il y a de nombreux acteurs qui interviennent sur ces questions. Et enfin, ce qui justifiait qu'on se penche là-dessus et qu'on soit financé par l'ADEME pour ce projet, en termes scientifiques, c'est des questions, la mobilité durable est largement questionnée en ville, beaucoup moins en contexte rural. Et ça, ça se voit dans de nombreux pays européens. Donc, les questions de recherche qu'on avait retenues pour ce projet, donc on s'est attaché non pas aux solutions, aux innovations, mais bien aux acteurs de la transition mobilitaire, avec des questions aussi simples que qui sont-ils, comment interagissent-ils en termes de coopération, de conflictualité, quelles sont leurs représentations, leurs valeurs, et aussi leur projet de société. Alors, pour réaliser ce travail, on s'est penché sur 2 départements, Drôme-Ardèche, dans le cadre d'une recherche-action qui a mobilisé différents partenaires, dont 2 associations locales de la promotion de l'écomobilité, l'ALEC 07 pour l'Ardèche, et Yann-Sophie qui prendra la parole juste après, et puis Drôme-Olip, qui est pendant côté mobilité, côté Drôme. 2 associations nationales avec Leclerc, un réseau pour la transition énergétique, mais aussi Négawatt, et puis 6 communautés de communes de Drôme et de Sud-Ardèche. Donc en Ardèche, il y avait Gorge de l'Ardèche, Pays des Vents, et puis Bombe-Drobou. Donc différentes méthodologies ont été utilisées, à la fois du quantitatif, de l'analyse de données, de la carto, des événements, mais la base du corpus que je vous présenterai là, et des résultats, c'est basé sur une 50aine d'entretiens qui ont été réalisés auprès d'un certain nombre d'acteurs de la transition mobilitaire. L'enjeu pour nous, c'était de comprendre comment l'ensemble de ces acteurs se représentaient l'avenir de la mobilité en ruralité, quelles solutions ils apportent, avec quels moyens, sur quels points de convergence ils se retrouvent, et aussi quels sont les freins et les leviers identifiés collectivement. Donc, concernant les acteurs, ce qu'on a pu relever, alors vous avez des schémas, des cartographies de réseaux d'acteurs. Drôme en haut, on voit que Drôme-Olip est assez central, et l'Ardèche en bas un peu plus éclaté pour des raisons historiques. Il y a un rôle absolument central des associations dans la formulation des problèmes publics à l'échelon local, avec notamment sur la question le média du vélo. Les associations ont porté la question de la mobilité aux agendas politiques locaux en intervenant de différentes manières, en portant des plaidoyers de proximité auprès des élus sur les places de parking vélo, sur des plans de circulation, en participant à la mise en œuvre de projets par les pouvoirs publics, en fournissant une expertise et des services, en comblant un manque d'ingénierie au niveau local. On le verra après, mais peu de collectivités sont réellement outillées pour vraiment apporter une expertise complète sur ces questions. Elles ont accompagné les collectivités sur les questions de mobilité. Dans certains cas, elles ont réalisé des diagnostics et se sont positionnées avec une véritable expertise. Et puis enfin, quand ces associations se regroupent, s'organisent, elles sont aussi en capacité de porter à des échelons beaucoup plus élevés des éléments au débat. On peut citer ici, par exemple, la Fédération des usagers de la bicyclette, qui est un interlocuteur assez important au niveau national. Et puis enfin, les concernant, elles fournissent un certain nombre de services directs aux habitants avec des ateliers vélo, appui au covoiturage, à l'autoportage, etc. Il y aura un témoignage dans ce cadre-là à la fin de cette réunion. Concernant les acteurs publics,
Ce qu'on peut relever, c'est le fameux millefeuille territorial sur lequel je reviendrai, avec un enchevêtrement clair et très important des compétences, une complexité des politiques publiques qui sont dépendantes aujourd'hui d'une multitude d'acteurs, et qui crée une opacité très forte pour les citoyens, les associations et les porteurs de projets. Alors, concernant l'échelon intercommunal au sein des collectivités, il y a autour de la mobilité un éclatement des projets en de multiples compétences, puisqu'on peut voir intervenir sur cette question-là à la fois les compétences liées au tourisme, au loisir, au social, à l'énergie, avec quand même l'idée que les discussions fortes au sein des intercos sur la LOM il y a quelques mois ont créé une première acculturation à la question de la mobilité. Et que ça commence à devenir un sujet de politique publique à part entière. Je ne sais pas combien de personnes sont présentes ici ce soir, je n'ai pas balayé, mais il y a quand même un intérêt sur ces questions, me semble-t-il. Et puis enfin, en termes d'acteurs identifiés, il y a un certain nombre d'initiatives, moins formalisées que les collectivités, mais qui ont pour particularité de porter des actions concrètes et qui ont été localisées à proximité des petites villes, autour des infrastructures, et ce qui a pour corollaire de révéler des faiblesses assez fortes en termes d'initiatives dans les zones les plus éloignées, les zones rurales périphériques, donc lointaines, qui sont à la fois peu peuplées et dépourvues d'initiatives, de services et de personnes prêtes à défendre ces enjeux. Et puis après, élément de comparaison rapide entre la Drôme et l'Ardèche. Côté drômois, il y a une différence significative autour de la vallée de la Drôme avec l'importance de la ligne ferroviaire, qui est à la fois une infrastructure matérielle, mais aussi politique et symbolique, qui a fait assez tôt prendre en charge ce débat autour de la mobilité. Côté Ardèche, on n'a pas cette chance-là, on n'a aucun train à défendre. Ça fait bien longtemps qu'on en a plus. Dernier élément sur ce point-là, on a pu noter des logiques vertueuses entre la création d'infrastructures, par exemple les voies vertes, et puis l'accélération des initiatives, avec par exemple les ateliers vélo, des associations qui se structurent autour de ça, et qui promeuvent à leur tour et visibilisent les infrastructures. Alors, concernant les perceptions des différents modes de déplacement par les acteurs, premier mode, celui du bus, de l'autobus, en partie désavoué. Les retours là, des entretiens, c'est que c'est un mode qui est assez peu défendu par les acteurs publics, notamment parce que un des arguments qui est souvent avancé, c'est celui de son coût, de sa maintenance, et puis du dernier kilomètre, en disant qu'en ruralité, c'est pas totalement satisfaisant. Il a aussi une représentation d'être un peu passéiste, pas totalement expérimentale, innovante, aujourd'hui, à la fois auprès des acteurs publics et puis des militants associatifs. Pourtant, quand on s'intéresse aux enquêtes faites au sein des territoires, c'est un mode de transport auquel les habitants se réfèrent le plus quand on leur demande ce qui pourrait les faire sortir de la dépendance automobile. Alors, ce mode de transport se confronte plus que d'autres aux logiques de densification. Effectivement, on met des bus là où il y a du monde, alors que là où les gens habitent, souvent, alors que le vélo a pour alternative des fois d'utiliser des voies touristiques. Il y a les difficultés de financement qui sont très fortes et qui sont difficilement compatibles avec la logique actuelle d'appel à projet, qui ne sont pas, par définition, assez peu souvent récurrents. Et puis, par rapport à la question du millefeuille territorial avec une gouvernance qui est particulièrement complexe sur un mode de déplacement comme celui-ci. Deuxième mode, celui du train, dont on a pu noter qu'il avait, côté drômois, un capital sympathie fort, qui était plutôt consensuel, mais avec une gestion qui était nécessairement orchestrée au niveau régional et interrégional, avec un financement qui apparaît très complexe et qui rend difficile
pour notamment les associations de se défense de mode de transport, l'intervention dans le débat public. Alors, pour certaines, elles ont eu à acquérir une expertise forte là-dessus, et côté droit, moi, ça a été le cas, mais c'est un mode de déplacement qui est assez difficile à questionner et en termes de contribution. Autre élément qui est assez souvent mis en avant, c'est celui du vélo assistance électrique, qui est très largement sur le devant de la scène, avec l'idée qu'avec l'assistance électrique, la cyclabilité devient accessible à la ruralité, notamment en Ardèche. Le VAE aplatit le paysage. Alors, il y a aussi là-dessus un phénomène d'emballement technologique, tout comme on peut retrouver sur la voiture électrique. Avec une vision assez optimiste de rapport à la technologie. Alors, ça a favorisé le déblocage de nombreux fonds, on en a parlé tout à l'heure, et l'acquisition de flottes. Pourtant, même si c'est clairement une des solutions qui est souvent mise en avant et qui fonctionne bien, à l'échelle individuelle, le coût est assez conséquent. Et puis, ça questionne la dimension sociale de cette transition mobilitaire. C'est-à-dire que ce n'est pas tout le monde qui pourra se porter acquéreur de ce type quand même d'outils de déplacement, et que, on reviendra peut-être là-dessus après, mais bouger, ce n'est pas être uniquement en capacité de se déplacer dans l'espace, mais il y a tout un capital mobilitaire, à la fois culturel, social, symbolique, et pas uniquement spatial. Alors, concernant les différents obstacles et leviers identifiés par les acteurs, on constate, premier point en termes d'obstacles, c'est le financement de la transition mobilitaire. Généralement, on constate un manque de moyens mis en œuvre pour cette transition. C'est notamment lié à la faible densité des territoires en ruralité, qui crée un problème d'échelle. L'investissement est toujours trop important par rapport à l'usage qui est fait. Il n'y a pas assez de cyclistes, donc on ne fait pas de pistes cyclables. Il n'y a pas assez d'usagers du bus, donc on ne met pas en place des lignes de bus. L'appli de covoiturage risque de ne pas marcher parce qu'il n'y a pas assez d'usagers et qu'il n'y a pas de masse critique, etc. Et on se retrouve là avec toute la problématique de la ruralité. Il faut là-dessus peut-être se dire que le transport à lui-même ne peut pas être rentable dans ces contextes-là, mais aussi bien garder à l'idée que jusqu'ici, il est pris en charge par les individus et les habitants eux-mêmes. Une voiture, en moyenne, c'est 6 000 € par an. Donc, effectivement, pour la collectivité, c'est un coût important, s'engager là-dedans, mais à la fin, il y a quand même bien quelqu'un qui paye. Et si les services publics sont dans une logique de déploiement et de défense, ils sont aussi confrontés à des logiques fortes de rationalisation. Et donc, il y a une difficulté là-dessus à investir en dehors des expérimentations et des projets dits innovants. Alors, pour contrer ça, dans les accès au financement, il y en a quand même quelques-uns. C'est souvent sur des logiques d'appel à projet, et les acteurs les jugent insuffisants, irréguliers et puis complexes en termes d'acquisition. Il faut une ingénierie forte pour arriver à les obtenir. Et puis, pour les petites structures, les petites communes, les petites assos, voire les petites intercos, c'est des logiques, les réponses d'appel à projet qui sont très souvent qui apparaissent trop compliquées, avec un investissement humain trop lourd. Aussi, se dire que ces modes de subvention accentuent le besoin en ressources humaines. Ce n'est pas le tout de monter, de déposer un projet, mais après, il faut le gérer, il faut l'animer, il faut entretenir. Et donc, c'est des recrutements sur des contrats courts. Et il y a ça à gérer qui est compliqué pour un certain nombre de collectivités ou d'associations. Mais ces modes de déplacement, de subvention ont aussi des effets positifs, puisque ça crée des effets d'aubaine. C'est un peu l'occasion des fois qui fait de la ronde, ça accélère des projets, ça fait surgir des acteurs qui ne s'étaient pas forcément manifestés auparavant, en gardant quand même l'idée que le problème principal, c'est la pérennisation de ces expérimentations
que devient l'autopartage une fois qu'elle a été financée, qu'il faut la renouveler. On aura un exemple après, mais aussi sur les flottes de VAE, etc. Dernier élément, c'est que dans un contexte général de rareté, il y a une concurrence très forte entre acteurs qui s'opère de fait, et puis la logique des appels à projets, c'est quand même quelque part, hein, celle-ci, c'est de régler par la mise en concurrence la rareté des fonds publics. Alors, concernant le portage politique local, il est indispensable. Ce qu'on a pu observer, c'est que la volonté politique, elle est centrale. Dans beaucoup d'initiatives, l'engagement personnel des élus est le moteur du changement. L'impulsion, elle dépend de la présence des personnes motrices et d'un volontarisme attaché à des individus qui décident de s'engager parce qu'ils sont dans la proximité des citoyens, qui ont été interpellés. L'interconnaissance agit comme un capital social facile à mobiliser. Par exemple, pour trouver un local pour une association, l'élu, le maire, est souvent un levier important. Et puis, il opère comme un poisson pilote au sein des méandres, parfois bureaucratiques ou administratifs. Ce qu'on peut dire de ça, c'est que le portage politique sur ces questions, il est indispensable, qu'il y a une codépendance très forte sur ces sujets entre les élus, les techniciens et les associations, puisque sur ces sujets émergents, les élus ont quand même souvent besoin des associations pour apporter des idées, des initiatives, des demandes, des techniciens pour boucler les financements, opérationnaliser ces décisions. Et ce qu'on peut dire, c'est que cette codépendance entre élus, techniciens et associations, elle peut être éminemment fertile quand les relations sont bonnes, et tout au contraire, tout bloquer quand les relations sont mauvaises. Donc, a priori, le public de ce soir, c'est entre autres les élus. Voilà, votre rôle est essentiel. Mais ça, vous le saviez. Dans ce contexte, on a toutefois remarqué que les COMCOM sont souvent nommées comme étant une échelle idéale parce qu'elles font le lien elles sont en capacité de faire le lien entre les différentes échelles décisionnaires, la commune, le département, la région, parce qu'elles sont souvent des chevilles ouvrières de la mise en cohérence de l'ensemble des initiatives qui existent au niveau local, parce qu'elles régulent les guerres de clochers que parfois peuvent exister. Elles sont en capacité de favoriser la mutualisation des efforts. Ceci, dans les faits, toutes les intercommunalités n'ont pas toujours les moyens humains, matériels et financiers pour assurer cette coordination au niveau local, en particulier dans le contexte d'une tutelle, tel que c'est le cas notamment à l'Ardèche de la région sur ces questions. Concernant le millefeuille, ce qu'on appelle le millefeuille là, de la gouvernance, c'est à la fois allié et ennemi. Ennemi parce que ça crée une opacité démocratique, une dilution de la responsabilité, une lourdeur bureaucratique, et puis une absence de lieu pérenne unique pour discuter collectivement de cette politique de mobilité. Mais aussi, en termes plus positifs, ça crée un effet cumulatif des ressources humaines, d'ingénierie sur le projet. Ça ouvre parfois des perspectives stratégiques qui permettent de financer via d'autres services, d'autres secteurs des projets. Puisqu'on l'a vu au départ, sur ces questions de mobilité, il y a de multiples champs et compétences qui sont en capacité d'intervenir. Et parce que ça force la collaboration, souvent, entre les associations et les pouvoirs publics. Dernier élément là-dessus, autour de ces questions, la notion d'expertise qui génère souvent des conflits de légitimité où tout le monde n'est pas d'accord, avec une tendance de la part des acteurs à présenter leur expertise personnelle comme étant la plus légitime, avec d'un côté ceux qui ont la connaissance du terrain, les associations d'usagers, ceux qui vivent le territoire, ceux qui vivent un mode de transport, qui se revendiquent comme il y a une expertise d'usage et comme connaissant les besoins des habitants. Et puis de l'autre côté, collectivité ou technicien, une expertise réglementaire qui, dans un champ en plus mouvant, est particulièrement difficile à décrypter. Si on prend l'exemple autour de la LOM, la position de la région Auvergne-Rhône-Alpes a été tardivement écrite quelque part. Donc, quand on n'était pas en interaction directe avec les techniciens de la région, c'était compliqué de connaître la position et donc il pouvait y avoir une expertise qui était revendiquée de fait au niveau local parce que les techniciens locaux étaient les seuls à avoir été en interaction
au niveau régional. Dernier élément, en 1 minute en conclusion, et après je vous présenterai un livrable qui va vous intéresser, je pense. Il y a quand même comme conclusion générale que la question sociale, elle est relativement éludée, que les inégalités autour de ces questions d'accès, elles s'enracinent à la fois spatialement entre les zones denses et les zones peu denses, mais aussi socialement, avec l'idée que j'évoquais tout à l'heure qu'il y a un capital mobilitaire qui est fort. La mobilité, ce n'est pas que le déplacement et qui dépend très fortement du capital social, économique et culturel. Et que si à un moment on veut réussir la transition mobilitaire, il va falloir pleinement se saisir de cette dimension sociale. Alors, j'ai parlé d'un livrable. Ce n'est pas l'université qui a été porteuse de ce livrable-là, mais c'est l'ALEC et Anne-Sophie présente, mais je vais faire une courte présentation pour elle. Elle pourra intervenir si elle le souhaite. On a souhaité, en 12 pages, partager les principaux résultats de ce travail autour d'un guide, non pas de bonnes pratiques, parce que là-dessus, Wendell a parlé de terrain de jeu, on en est bien là. Je partage assez l'expression. C'est un guide d'inspiration intitulé « Impulser une dynamique de mobilité alternative dans un territoire rural », où vous trouverez des arguments pour une transition mobilitaire avec différents éléments de réponse à des questions telles que « A-t-on vraiment besoin de mobilité ? Est-ce que la voiture électrique est une solution ? Est-ce que les mobilités alternatives excluent les plus précaires ?» Vous voyez les questions. La manière d'agir pour les collectivités. Vous êtes élu d'une petite commune, et vous pouvez faire des choses. Il y a quelques éléments qui sont donnés là-dedans, à échelle intercommunale, échelle départementale, régionale, avec un focus sur les traductions de la LOM en termes d'autorité organisatrice. Mais si vous êtes aussi membre de la société civile et non pas élu ou technicien, en tant qu'association, en tant que citoyen et en tant qu'entreprise, il y a quelques éléments d'action à partager. Tous les acteurs autour de ce beau schéma qui gravitent autour de la mobilité. Donc ça, on vous mettra dans le mail de compte rendu ou un lien de téléchargement vers le PDF. On ne l'a pas encore imprimé en papier, on hésite. Quelques éléments sur... je parlais d'expertise sur le financement autour de la mobilité et on voit que la route et la voiture sont aujourd'hui très très fortement subventionnées à la fois à titre individuel et plus collectif. La puissance publique met beaucoup d'argent sur la mobilité. Voilà, et puis quelques témoignages qui sont inspirants à la fin, dont un va nous être présenté maintenant puisque nous avons la chance d'avoir parmi nous le président de Roadmapool. Je vous remercie. Merci à toi, Nicolas. Juste, il y avait une question d'Alain, mais qui est partie, mais du coup, ça peut être quand même intéressant de l'aborder, surtout s'il écoute l'enregistrement plus tard. Du coup, sa question, c'est comment et auprès de qui les initiatives du bassin versant en amont d'Aubenas ont-elles été recensées? La question m'est posée à moi, là. Ouais. Sur justement au niveau de l'expérimentation, donc notamment côté Ardèche. Du coup, il pose la question sur comment et auprès de qui les initiatives ont été recensées. Ouais. Du côté d'Aubenas, en amont d'Aubenas. Alors précisément, en amont d'Aubenas, je ne sais pas, mais l'ALEC est un des partenaires du projet, donc a une vraie expertise là-dessus, une bonne connaissance des initiatives, mais elle n'était effectivement pas exhaustive. Et donc après, la manière dont on procède à chaque fois là-dessus, mais je pense qu'on fait tous pareil, c'est par réseautage, c'est-à-dire qu'en allant voir la première initiative, on demande à qui on peut aller voir plus loin et on remonte comme ça la vallée, si c'est en amont d'Aubenas. Ok, voilà. ça marche. Sinon, donc, je ne sais pas s'il y a une interrogation, quelqu'un qui veut prendre la parole. Donc, le PDF, tu pourras nous le transmettre du guide et on pourra le mettre sur nos sites internet. Ouais, on a juste un petit bug, on a oublié le E à ADEME, il paraît, vu que c'est le financeur. Oui, il faut corriger. Le SDE, c'est 07 et SZ. Tous les trucs, ce n'est pas des logos et des sigles. Bon, du coup, on attend que ce soit corrigé. Oui, non, mais c'est 48 heures. Là, d'accord. On a des super graphistes sur Aubenas et ils sont jusqu'à présent très réactifs.
Ok, ça marche. Bon, bah, a priori, pas d'autres, je vois pas de mains qui se soulèvent. Donc, on va peut-être prendre le retour d'expérience de l'expérience de Roule ma poule. Donc, Oui, Francis, si vous bonsoir. voulez parler donc en tant que président de l'association, si vous voulez nous faire un retour de cette expérience. Bon, sur l'historique, oui. L'aventure a commencé en 2018 sur la volonté du maire de Beaumont, qui a profité de la possibilité d'avoir des subventions pour l'achat d'un véhicule électrique, subvention gouvernementale dans un plan du ministère de l'équipe de l'écologie de l'époque. C'est la communauté de communes Bomdroby qui a géré ça. Il y a eu 10 véhicules d'acheter pour les communes demandantes sur 17, plus 20 vélos électriques. Donc, nous, à Beaumont, la voiture a été livrée au printemps 2018 et on a fait pas mal de réunions pour mettre en place l'association, un règlement avec l'aide de la LEC 07. Que dire de plus? La difficulté surtout était à Beaumont, de la géographie de Beaumont, qui est un village un peu compliqué, très étendu sur 2 versants de vallée, composé de 9 hameaux. Il n'y a pas de village regroupé, donc pour que ça concerne tout le monde, c'était très compliqué. Le véhicule il y a eu le choix de le mettre dans un des hameaux où il y avait le plus de participants aux réunions préparatoires pour le fonctionnement de l'association. On est une douzaine de familles à l'utiliser. Je pense que dès qu'on arrive à 15, ça devient très compliqué. D'accord. Et là, c'est 12, ça a été tout de suite, il y a eu 12 familles à l'utiliser. Il y a des familles qui sont venues régulièrement aux réunions de mise en place de l'association. Le choix du hameau du Blas a été fait en fonction de ça et aussi parce qu'il y avait une prise de la mairie et une prise électrique. Donc, l'idéal, ce serait qu'il y ait un véhicule par hameau, mais bon, la prise électrique est installée à coûter 2 300 € et la commune n'aurait pas pu financer ça. Donc, le véhicule a pu être acheté parce qu'il y a eu cette subvention. Le véhicule coûtait 32 000 € et était subventionné à 80%. Là, on a eu une grosse baisse d'utilisation pendant le Covid et depuis la fin de ça remonte. Et là, maintenant qu'il y a une explosion du prix des carburants, là, vraiment, elle est utilisée à 100%. D'accord. Donc, c'est une expérience qui sur le On a mis en territoire. place un système de réservation sur Internet. Là. Donc, c'est une voiture en autopartage et autogérée par l'association, par les habitants. C'est sur Framagenda. On peut réserver la voiture pour 1 jour, 2 jours, 3 jours, pour une après-midi. Et quand on fait la réservation, on note, si c'est possible, le lieu où on va et le nombre de places qu'on a de disponibles. Comme ça, on peut éventuellement permettre à des personnes de covoiturer avec celui qui l'a réservé. Et du coup, c'est sur quel site? C'est sur Internet qu'il faut réserver? C'est Framagenda. D'accord. Où on peut faire un système de planning, de réservation. Et il y a une question sur le coût de l'entretien et qui est-ce qui le fait? Alors, donc, la mairie a acheté la voiture, mais elle ne peut pas encaisser de l'argent directement des gens qui la louent. Donc, c'est l'association qui gère ça, qui paye l'assurance, qui gère l'entretien, changement des pneus, et puis de réparation, nettoyage, tout ça. Et on reverse en fin d'année à la mairie pour essayer de compenser l'investissement qu'elle a fait dans la voiture. D'accord. Donc, on a mis en place un système de réservation avec un mix entre le coût kilométrique et le temps d'utilisation. On paye 10 centimes le kilomètre plus 1 € par heure d'utilisation. Il y avait justement la question qui était posée sur le chat, mais vous y avez répondu sur la participation au kilomètre. Donc, pour l'utiliser, il y a un frais d'adhésion à l'association qui n'est pas important, qui est de 10 €. Par contre, on doit donner un chèque de caution de 400 €. En cas d'accident, c'est la caution pour l'assurance que l'utilisateur prendra en charge. Du coup, qui s'occupe de la maintenance? En gros, c'est moi qui m'occupe de faire changer les pneus, d'aller la laver de temps en temps, de la nettoyer de temps en temps. Et sinon, aussi sur du coup, il n'y a pas d'autre gestion sur le nettoyage, sur…
Non, non, ça se passe bien. Et puis bon, les gens bon, sont assez corrects, ils font attention, elle est entretenue. Il a une question très, très pratico-pratique, mais en effet, c'est en cas d'accident, il y a un malus. Mais c'est Quel pas impact trop- sur les coûts? Je n'ai pas regardé dans l'assurance à ce niveau-là. C'est l'assurance de la mairie là, qui l'assure. D'accord. Il y aura sûrement un malus si on a un accident. Alors donc, sur la commune de Beaumont, il y a 230 habitants répartis sur 9 hameaux. C'est ce qui rend compliqué l'utilisation pour les personnes des autres hameaux. Parce que, par exemple, tous ces hameaux-là n'ont pas à passer par Beaumont pour aller faire leur course à Joyeuse ou à l'Argentière. Donc, il y a peu de gens des autres hameaux qui l'utilisent. Ça pose quand même un problème d'égalité sur la commune. Ouais. Non, c'est juste, du coup, la voiture, là, vous disiez qu'elle était utilisée plein pot, mais la commune l'utilise aussi. Est-ce que... On l'utilise aussi de temps en temps. Dans le règlement, c'est prévu que si l'employé municipal en a besoin parce qu'il a un problème avec la voiture de la mairie, il peut l'utiliser. On a plein de petites clauses dans notre règlement. Pour une personne qui est en panne de voiture, il a un peu priorité. C'est une voiture partagée. Donc, moi, par exemple, je pouvais l'utiliser tous les matins pour aller travailler, mais je ne vais pas la réserver tous les jours. Je pense aux autres, je la prends quelques jours, je regarde les disponibilités et ainsi de suite. Oui, il faut être adhérent à l'association, c'est 10 € à l'année. Il y a possibilité de l'utiliser 1 ou 2 fois pour essayer, pour voir si ça convient avant d'adhérer. Vous avez quelqu'un, alors il me semble que c'est Michel Tamarin, qui demande si c'est possible de transmettre votre mail. Donc, Oui. sur le chat, je vous laisse du coup le Vous le communiquer. donnez. Et il y a une question après sur les trajets. La voiture est-elle utilisée pour des trajets courts ou longs? Quand même utilisé en majeure partie pour des trajets courts, pour aller à Joyeuse faire des courses. Moi, je l'utilise un peu pour mon travail, pour livrer des boutiques, pour aller faire des expositions, mais c'est dans un rayon de 100 km. Je sais qu'elle est allée une fois à Lyon et une fois à Bordeaux. Là, c'est un peu compliqué parce que c'est vraiment une gestion. Pour partir à Bordeaux, je vous assure, c'est pas simple. On a une autonomie théorique de 250 km, mais c'est très variable en fonction du relief que l'on a et en fonction du temps. Parce que si on de nuit, si on met les essuie-glaces, tout de suite, c'est le kilométrage dessus. Il faut faire attention parce que moi, la semaine dernière, je suis resté coincé à Villefort parce que je n'ai pas su recharger à une borne ultra moderne high-tech où il fallait code barre. Il y avait un système qu'il fallait avec le portable sur un QR code et je n'ai pas su faire. Donc, je me retrouvais coincé. J'ai demandé à un garage si je pouvais me brancher pendant 1 heure pour pouvoir recharger un peu la voiture, histoire de passer les quelques kilomètres qui me manquaient pour passer le col. D'accord. Non, mais quand on part loin, c'est vraiment une gestion. Ouais, des aléas. Il y a la question. Alors, 5 places, donc c'est un Nissan fourgonnette. On a choisi ça parce que ça permet quand même aussi aux gens de transporter des fois de la marchandise, aller acheter un frigo, transporter de la paille pour le jardin, plein de choses comme ça. Le choix du véhicule, justement, c'était quel critère pour vous? Attendez, je n'ai pas bien entendu la question. Oui. Le choix du véhicule. Alors, le choix du véhicule, c'est pas de notre ressort, c'est la communauté de communes qui a commandé 10 véhicules comme ça. Et c'est le maire qui s'en est occupé. Et c'était antérieur à la création de l'association. Et après, le travail sur le... Vous pensez que c'est un bon choix par rapport à l'usage ou vous auriez préféré un autre type de véhicule? C'est aussi beaucoup utilisé par des familles qui n'ont qu'une voiture, qui n'achèteront pas une deuxième voiture, donc ça leur permet de ne pas acheter une deuxième voiture pour aller chercher les enfants à l'école. On peut partir en vacances avec 2-3 jours, il n'y a pas de problème. Vous avez Claire Deblic aussi qui serait preneuse pour avoir vos coordonnées. Vous avez du succès. Non, mais c'est possible de venir l'essayer, il n'y a pas de problème. De voir comment ça se passe sur place. Tout le monde donc, va le prix, on a quand même calculé le prix du kilomètre, tout ça, pour essayer de mettre un peu d'argent de côté, parce que les batteries de voiture ne sont pas éternelles, donc éventuellement de pouvoir acheter dans 6-7 ans pour changer les batteries. Parce que bon, une occasion comme ça de financement, je pense que la commune de Beaumont, ce sera difficile à avoir de nouveau, et sinon la voiture de Beaumont ne pourrait pas acheter une voiture comme ça à 32 000 €.
Voilà, il y avait Anne-Sophie Aignon de l'ALEC qui voulait parler de la manifestation d'intérêt. Oui, du coup, c'est pour rebondir et c'est en lien avec l'action qu'il y a eu sur Beaumont, donc avec l'association Roule ma poule. En fait, l'ADEME lance régulièrement un appel à projet qui s'appelle TenMod, voilà, qui a pour but de financer des projets d'ingénierie sur la mobilité alternative à la voiture individuelle. Et l'idée, là, en Ardèche, nous, c'est de répondre sur la mobilité partagée, le véhicule partagé en milieu rural. Donc, ça fait clairement écho voilà, au projet de Roule ma poule. Sauf que là, on a mis dans véhicule, on ne met pas uniquement les voitures, mais on met aussi les utilitaires, des vélos, des scooters. L'idée, c'est d'avoir 5 territoires partenaires, donc des EPCI partenaires sur ce projet-là. Au sein de ces EPCI partenaires, il y aurait bien sûr de l'ingénierie de projet. Donc, c'est de l'accompagnement de projet comme on a pu faire sur Roule ma poule ou auprès d'autres collectivités. Mais l'idée, c'est d'accompagner le projet pour que… Donc, c'est un projet, ça serait sur 3 ans. D'accompagner le projet pour que dans 3 ans, s'il n'est pas encore sorti, mais en tout cas qu'il soit en phase de sortir. Donc, d'accompagner à la fois soit la collectivité, le PCI, ou une ou des communes de l'EPCI, mais aussi des entreprises, des collectifs de citoyens. Parce que mine de rien, l'expérience de Beaumont a fait aussi des petits. Il y a d'autres communes qui se posent la question d'acheter un véhicule et de le partager. Il y a des citoyens qui nous sollicitent aussi en disant nous, on aimerait acheter une voiture ensemble, mais on ne sait pas comment rédiger les statuts au niveau assurantiel, comment ça marche, etc. Bref, il y a besoin d'ingénierie de projet. Donc là, l'idée de l'appel, du projet qu'on souhaite déposer auprès de l'ADEME, c'est de travailler là-dessus. Et évidemment, tout ça ne peut avoir lieu qu'avec à côté un volet animation, sensibilisation, que ce soit au changement de comportement, à la mobilisation des acteurs, etc. Et aussi à la création d'outils de communication pour communiquer auprès des différentes cibles sur le véhicule partagé en milieu rural. Et quand je dis véhicule partagé, ça peut être, on parlait de mobilité solidaire, ça peut être aussi aller chercher des poules de bénévoles pour derrière pouvoir amener les personnes âgées qui n'ont plus de véhicule pour aller voir les médecins, aller faire ses courses, etc. Enfin, en fait, l'idée, c'est vraiment d'adapter l'ingénierie, évidemment, aux besoins du territoire et aux besoins des acteurs. Donc là, en gros, on a déposé un pré-projet. On est toujours à la recherche on a contacté pas mal de PCI, de travailleurs sociaux, d'associations, etc. Donc tout le monde nous dit oui, ça répond à un besoin. Maintenant, voilà, on est en phase au niveau partenariat. On a quelques EPCI qui se sont dit nous, ça nous intéresse bien. Maintenant, il faut que les élus se positionnent. Mais en tout cas, sachez que ça existe. Si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à revenir vers moi. Donc, voilà, Anne-Sophie Aignon, peut-être que je laisse mes coordonnées aussi dans le chat. Et sachant que le dépôt final a lieu le 23 mai. C'est aussi un projet, il faut le savoir, donc il y a Nicolas qui est là, qui est déposé en partenariat avec le Sermosem, qui va travailler sur le volet évaluation du projet. Donc, dès l'amont du projet, on aura on va mettre en place des indicateurs pour tout simplement évaluer le projet et le reprendre en cours de route si jamais il ne répond pas aux objectifs qu'on s'était fixés au départ, de le faire évoluer, etc. etc. Donc, le Sermosem sera un partenaire tout au long du projet là-dessus. Voilà, quoi dire d'autre voilà, en gros, en résumé, parce qu'il est déjà 7h15. Mais en tout cas, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à nous contacter, sachant que je vois il y a Monsieur Tamarin, on a déjà contacté effectivement les Sources et Volcans, fait partie des EPCI qui s'étaient positionnés comme intéressés par le projet. Mais après avoir, au niveau politique, si c'est aussi le cas. Anne-Sophie, est-ce que tu peux rappeler le nom de l'appel à… Oui, c'est TenMod. Alors là, prochainement, j'ai écrit une note que je vais diffuser aux collectivités qui récapitule l'idée du projet, ce que ça apporte au territoire. Et évidemment, c'est un projet qui est financé à 50%
par l'ADEME et du coup, il faut chercher les cofinancements. Donc, il y aura forcément un reste à charge par les EPCI sur lesquels on traitera. Mais là, l'idée, voilà, c'est de passer, on était sur l'expérimental et maintenant, c'est comment on passe le cap supérieur en étant au moins sur 5 EPCI, quoi. Et ouais. une question sur Valérieux, est-ce que la communauté de communes est partante? Alors, j'avais envoyé un mail, mais je n'ai pas eu de réponse, donc je ne sais pas. Enfin, en tout cas, je n'ai pas eu de retour pour l'instant, mais pourquoi pas, hein. Je demandais si c'est, puisque j'ai mis dans le chat, mais Oui, mais plus rapide. si ça peut être au niveau d'une commune, au niveau des associations et une commune, vous parliez des entreprises, oui, est-ce que c'est obligatoirement, vous devez être sollicité par un EPCI? Non, en fait, après, moi, je reviendrai vers… Si vous êtes, en tant que commune, s'il y a des projets et que vous êtes intéressé, moi, après, je remonte à l'échelle de la Comcom, parce que l'idée, c'est il y a quand même pas mal de jours d'ingénierie sur le territoire, mais après, si vous êtes représentant d'une commune, oula, ça marche encore, ouais. On peut peut-être accompagner votre commune, mais après, à l'échelle de l'interco, faire plus de choses. L'idée, c'est d'avoir un projet structurant à l'échelle intercommunale, mais bien sûr qu'on peut, si vous êtes intéressé, faites-le moi savoir. Et moi, après, je fais remonter les besoins au niveau de l'interco et pour que l'interco puisse être partenaire et que derrière, vous puissiez être accompagné aussi. Et il y a Michel Tamarin qui aimerait avoir plus d'infos sur l'appel à projet. Du coup, il y a un lien qu'on peut communiquer aussi pour avoir… Ouais. Il y aura de toute façon, après l'appel à projet, il fallait, si c'est concernant l'appel à projet en lui-même, Telmob, là, qui regroupe pas forcément que véhicules partagés en milieu rural, hein, il fallait déposer un pré-projet c'était quand? C'était fin mars. Et après, il y a différentes étapes. Voilà, il y a les auditions fin avril et la fin de dépôt le 23 mai. Mais après, oui, je peux diffuser. Après, je peux diffuser même la note que j'ai écrite sur le projet spécifique que nous, on souhaite porter auprès des EPCI. D'accord. Du territoire. Donc, merci à tous pour votre participation. Juste à nouveau vous rappeler donc, les prochaines dates des Urba Sessions. Le 12 mai, on organise un voyage d'études aménagement et énergie renouvelable. On va parler photovoltaïque, on va parler réseau de chaleur et on va aller visiter le site de l'Institut national des énergies solaires à Chambéry et ensuite rencontrer le président d'une centrale villageoise photovoltaïque, Porte du Vercors. Donc, c'est un voyage d'études intéressant pour aller sur le terrain, voir des choses concrètes. Il faut s'inscrire à l'avance, le nombre de places est limité, donc n'hésitez pas à contacter le CAUE pour vous inscrire. J'insiste bien, oui, sur les inscriptions qui sont à faire avant la fin avril. Notamment, le centre Inès demande des cartes, des photocopies des cartes d'identité et il faut montrer un peu patte blanche pour y aller. Et donc, les inscriptions, il faut vraiment les faire avant fin avril. Donc, voilà, si ça vous intéresse, vous avez encore quelques jours devant vous. Voilà, donc on compte sur vous pour participer et pour transmettre l'information auprès des élus ou d'associations. Et enfin, le 17 mai, un webinaire sur l'habitat léger. On a souvent été sollicité sur ce sujet. Donc, on a souhaité apporter un regard juridique et opérationnel aussi sur comment développer l'habitat léger dans un cadre réglementaire et un cadre qualitatif en matière d'urbanisme, de paysage et d'architecture. Voilà, merci pour votre participation et donc à bientôt. N'hésitez pas à solliciter Hélène côté CAUE ou de solliciter le parc pour tout renseignement.